Nous poursuivons donc l'ordre du jour avec le troisième point, Madame Clouscar-Martinato, qui concerne l'ouverture d'un deuxième centre de loisirs. Merci Madame le maire. Depuis la rentrée de septembre, la fréquentation du centre de loisirs du Cabirol a fortement augmenté. L'attractivité de nos structures de loisirs ainsi que l'augmentation des effectifs scolaires contribuent à ce phénomène. Cependant, avec l'application des nouveaux rythmes scolaires, nous avons pu constater que le comportement des familles a également évolué, nécessitant de fait une adaptation de l'offre d'accueil le mercredi pour les centres de loisirs. Le choix politique de la ville de Colomiers d'accueillir tous les enfants en fonction des demandes des familles, sans définir de critères de priorisation, est réaffirmé. Il répond aux besoins d'organisation des familles, mais participe également de l'accompagnement social et éducatif des enfants. Aussi, il est proposé l'ouverture d'un deuxième centre de loisirs qui ne fonctionnerait que les mercredis scolaires dans l'enceinte du groupe scolaire Alain Savary. Ce site, d'ailleurs nouvellement doté de locaux, réfectoires, dortoirs, salles de motricité, salles polyvalentes, ainsi que de locaux spécifiques aux ALAE suite à l'agrandissement et à l'ouverture d'une nouvelle maternelle, est totalement adapté à cet accueil sans impacter le fonctionnement de l'école. Par ailleurs, ce nouveau centre de loisirs, situé au nord de la ville, viendra compléter la répartition géographique du centre de loisirs du Cabirol, situé, lui, au sud de la ville. Il est à préciser, bien sûr, que le centre de loisirs du Cabirol reste le centre de loisirs principal de la ville et continuera d'accueillir tous les enfants columérins pendant les vacances scolaires. Le nouvel accueil de loisirs du mercredi est donc un site complémentaire permettant un accueil de meilleure qualité pour les enfants, mais également de meilleures conditions de travail pour les équipes d'animation et de restauration, pour le bien-être des enfants également. Ce centre sera configuré pour accueillir environ 130 enfants en maternelle et 110 enfants en élémentaire. Il est par ailleurs précisé que ce point est à l'ordre du jour des prochains conseils d'école du groupe scolaire Alain Savary. Merci Madame Clouscar-Martinato. Est-ce qu'il y a des observations, des demandes de précision, des commentaires spécifiques? Oui, Madame. Alors, il est effectivement question, hors de question de ne pas accueillir tous les enfants sur le centre, effectivement, sur le centre aéré. Le Cabirol a été construit pour sortir les enfants du cadre scolaire où ils étaient accueillis jusqu'alors. Il y avait le centre Hélène Boucher, le centre Jules Ferry. Et maintenant, on nous propose de les remettre dans les écoles. La juxtaposition des deux structures, écoles et centres de loisirs, a posé de par le passé de gros problèmes. Les locaux scolaires ont heureusement évolué, mais la situation n'est quand même pas l'idéal. Cette solution est-elle pérenne ou en attente d'une autre solution? Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que ce dossier soit retravaillé et qu'une concertation soit menée avec l'ensemble des acteurs, le personnel à l'AE, les parents et les enseignants. Il faut que cette consultation prenne en compte les modalités de fonctionnement, les sureffectifs éventuellement sur ce centre de loisirs en regard de sa situation géographique. Certains parents n'envoyaient pas leurs enfants au Cabirol car le centre est trop loin, mais ils pourraient les envoyer quand même à Savary. Nous souhaitons que cette décision prise en urgence fasse l'objet d'une réflexion pour un projet pérenne. Pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce point. Madame Clouscar-Martinato. Je trouve fort dommage cette abstention qui ne reflète pas la position de la communauté éducative dans son ensemble qui a accueilli de façon très favorable l'ouverture de ce second centre de loisirs qui vient quand même permettre un meilleur accueil le mercredi pour les élèves qui sont également des enfants, mais qui permet notamment aux enfants de bénéficier d'un temps de repos et de loisirs de qualité le mercredi. Concernant l'urgence que vous soulevez, je pense qu'au contraire, il est le témoin de la réactivité des services municipaux et de l'attractivité de nos structures, puisque les parents nous font confiance dans le cadre de l'accueil de leurs enfants sur les temps de loisirs. Et la réactivité, c'est que 6 semaines à peine après la rentrée scolaire, compte tenu de l'évolution importante des horaires scolaires sur la semaine suite au passage à 5 jours de classe sur la commune, nous avons pu trouver une solution tout à fait même je dirais plus qu'acceptable, pour permettre un accueil indifférencié de l'ensemble des enfants, quelles que soient les situations familiales. Donc là aussi, je rappelle, pour un accompagnement social et éducatif sur les temps de loisirs.
C'est pour ça d'ailleurs que l'ensemble de la communauté éducative a accueilli avec beaucoup de reconnaissance ce second centre. Ensuite, je pense qu'effectivement, l'accueil sur le centre, sur l'école Alain Savary permet une très bonne gestion de la cohabitation locaux scolaires et locaux périscolaires, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à la rentrée de septembre 2014, nous avons permis à l'école Alain Savary de bénéficier de 50% de surface supplémentaire pour accueillir le même nombre d'élèves. 50% pour le même nombre d'élèves, pourquoi? C'est parce que nous avons développé des locaux spécifiques, notamment pour les accueils à la haie. Ce qui veut dire que dans ce cadre de centre de loisirs, les enfants n'iront pas dans les classes, qu'un certain nombre de lieux seront préservés pour le fonctionnement spécifique de l'école, tandis que les autres lieux, tels que les dortoirs, les salles de multi-activités et le réfectoire, ainsi que l'ensemble de la salle polyvalente et les espaces extérieurs, pourront être utilisés pour les enfants. Que dans le cadre scolaire, c'est environ 550 enfants qui sont accueillis sur le site d'Alain Savary et que le mercredi après-midi, c'est aux alentours de 230 enfants qui seront accueillis. Donc nous sommes dans des conditions vraiment bien moindres d'accueil pour un accueil justement de qualité. Que la consultation, vous pensez bien, auprès des personnels à la haie, mais également des personnels de restauration a été réalisée, puisque les conditions d'accueil sur le centre de loisirs étaient inconfortables au vu des effectifs constatés à la rentrée scolaire. Les mercredis, se suivant et se ressemblant avec une fréquentation élevée du centre de loisirs, ça ne permettait pas un accueil de qualité, notamment de repos pour les enfants, mais également un accueil serein, de la part de nos collaborateurs municipaux qui sont quand même attentifs au bien-être des enfants qu'ils encadrent, que ce soit le personnel d'animation que le personnel de restauration. Donc cette nouvelle disposition permet au contraire, et ça a été le cas hier notamment, d'accueillir de façon très sereine, efficace, et dans des dispositifs qui ont été accueillis de façon très positive et de la part des encadrants des enfants, mais également de la part des enfants eux-mêmes, puisqu'ils ont été ravis d'aller notamment sur le centre aujourd'hui ouvert à Alain Savary. Par ailleurs, la disposition géographique de ces deux structures permet une meilleure répartition des enfants. Si cela favorise la venue de nouveaux enfants sur les centres de loisirs de la commune, je crois qu'on ne peut que tous s'en féliciter. Bien, merci Madame Clouscar-Martinato. S'il n'y a pas d'autres interventions sur ce sujet, je mets donc aux voix. Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Bien, je vous remercie. Et donc nous poursuivons avec le SDEG et Monsieur Saralier donc pour la réflexion de l'éclairage, place et passage des Monts d'Or. Voilà. Donc, compte tenu des règlements applicables au SDEG, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme suit. TVA récupérée par le SDEG est de 6 241 €. La part du SDEG est de 21 000 € et la part restante à la charge de la commune est de 14 009 €, pour un total de 41 250 €. Bien, donc il s'agit effectivement d'une reconfiguration. On voit le détail des travaux qui seront engagés par le SDEG pour ce montant-là. Est-ce qu'il y a des demandes? Oui, pardon, Monsieur Laurier. Oui, alors le dossier effectivement a été présenté en commission, donc la présentation est très succincte, mais il s'agit de refaire effectivement l'éclairage de la place des Monts d'Or. Il faut, nous, Columérais, nous voyons bien à quel niveau d'éclairement on se trouve dans cette place. Et le projet qu'on nous propose ce soir, c'est de refaire exactement la même chose, puisque les mesures qui ont pu être faites
on va aboutir exactement à la même chose. J'ai été mesurer l'éclairage, comme je vous l'ai communiqué d'ailleurs. Et il me paraît important que sur ce point en particulier, la partie technique, qui est encore très forte sur ces dossiers SDEG, laisse la place un peu plus de choix politiques. Alors à titre d'exemple, et sans vouloir faire trop de chiffres, mais ce qu'on nous propose là, c'est un éclairage d'à peu près 10 lux, ce qui équivaut à ce qu'est la place de Mont-d'Or aujourd'hui, alors que les allées du plein centre sont à 100 lux, à peu près, en moyenne, là aussi, sans rentrer dans des chiffres trop précis. Donc on va refaire quelque chose, alors qu'on devrait, à mon sens, avoir donné une consigne politique forte, qui est de dire que la place des Monts d'Or fait partie du centre de Colomiers et devrait bénéficier du même niveau d'éclairement que les autres allées. Voilà. Bon, j'ai aussi regretté en commission qu'on n'ait pas concerté avec l'OCAS ou les commerçants riverains de cette place, de manière à ce qu'eux puissent nous faire bénéficier de leur expertise en tant qu'utilisateurs sur les emplacements prévisibles des poteaux qui vont être installés. Donc on sera contre ce projet. Bien, donc je pense que vous avez eu une discussion en commission et donc je suppose, M. Saralier, que vous avez apporté des compléments un petit complément à M. Laurier, très techniques. Donc on est à la fois contrôleur de gestion, mais aussi expert technique en luxe, en lumen, en éclairage, en éclairement. Enfin, tout ça est tout à fait intéressant. C'est vrai, c'est aussi. Non, déjà, j'aurais voulu voir l'appareil avec lequel M. Laurier a contrôlé, déjà. Ensuite, on ne peut pas comparer les travaux qui vont être effectués maintenant par rapport à ce qui a été effectué en 2000. Ce n'est pas possible. Ensuite, on a eu des techniciens, dont le SDEG, qui a fait ce projet et qui répond aux besoins exigeants actuels, avec un souci d'efficacité et d'économie. Aujourd'hui, les études d'éclairement recherchent l'uniformité et non sur le éclairement. Il s'agit d'éclairer moins pour éclairer mieux et utile. On ne demande pas d'éclairer le ciel, on demande d'éclairer le sol, pour que les personnes soient en toute tranquillité, pouvant circuler dans les rues de Colomiers et sur cette place. Bien, donc je crois que effectivement, les options politique, si on peut le dire comme ça, en tout cas la demande qui a été faite auprès du SDEG, relayée par nos services, je crois est conforme certainement à ce que vous avez dit, et donc moi je fais confiance aux experts techniques pour nous faire les propositions correspondantes. Donc je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Bien. Donc, ces votes sont enregistrés. Alors, nous poursuivons avec le chapitre relatif aux ressources humaines. Et, Monsieur Saralier, vous nous parlez d'un contrat d'apprentissage. Donc, l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans, sans limite d'âge concernant les travailleurs handicapés, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une collectivité établissement. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif présente un intérêt pour les jeunes ou travailleurs handicapés en leur proposant un mode d'insertion professionnelle durable grâce à l'obtention d'un niveau de qualification et une expérience adaptée. L'apprentissage présente également une opportunité pour la collectivité en développant une compétence adaptée à ses besoins et en répondant à un objectif de mission de service public pour le soutien de l'emploi et des jeunes. La ville de Colomiers a été sollicitée par un jeune colomérais pour effectuer un apprentissage en qualité d'électricien. La possibilité de recourir à un apprenti a été présentée au comité technique paritaire du 26 septembre 2014. Les sommes nécessaires à la création de ce contrat d'apprentissage sont prévues au budget communal. Aussi, il est demandé au conseil municipal d'approuver le recrutement d'un apprenti, de prendre acte que les sommes nécessaires à la création de ce poste sont prévues au budget communal,
de donner mandat à Madame le maire ou à défaut à son représentant pour la signature du contrat et tous les actes y afférents. Merci Monsieur Saralier. Est-ce qu'il y a des observations, demandes de précision? Donc je poursuis avec le point suivant qui concerne le recrutement d'un agent pour exercer les fonctions de directeur ou directrice adjointe des ressources humaines. Donc bien entendu, nous rappelons dans cette délibération que la ville de Colomiers a déjà développé et consolidé d'ailleurs des démarches innovantes en matière de reclassement professionnel, d'intégration de personnes en situation de handicap, de suivi médico-social des agents, qu'il existe au-delà des dispositifs aussi des outils spécifiques, essentiels d'ailleurs, d'une politique RH volontariste, notamment un plan de formation, des entretiens professionnels, mais qu'à l'occasion effectivement d'une mobilité interne, ce poste de directeur ou directrice adjointe des ressources humaines a pu être reconfiguré pour mieux le consolider avec les objectifs peut-être nouveaux qui sont devant nous au regard des évolutions que l'on constate également sur les métiers et les différents métiers. Donc nous avons souhaité ouvrir ce poste en donnant un profil spécifique qui est détaillé ici et notamment intégrer à ce profil une nouvelle dimension qui sera la création de l'Observatoire de la vie professionnelle, un nouvel outil qui permettra effectivement à l'employeur de mieux connaître l'environnement et une meilleure participation également des agents pour développer finalement une politique d'amélioration continue des situations de travail. Bien entendu, je ne vais pas dans le détail, mais vous pourrez lire le profil de ce poste. Le poste est ouvert aujourd'hui, est en cours donc de discussion et de recrutement, puisqu'il a été publié. Il est ouvert aux titulaires du cadre d'emploi des attachés ou aux lauréats des concours correspondants ou pourvus par voie de détachement, et à défaut aux candidats non titulaires qui devront alors justifier, bien entendu, de diplômes requis et de l'expérience professionnelle correspondante, et leur rémunération sera bien entendu fixée en référence aux grilles indiciaires du cadre d'emploi des attachés territoriaux. Dans ce cas-là, le contrat serait conclu pour une durée de 3 ans. Les sommes nécessaires, bien sûr, à la création de ce poste sont prévues au budget communal. Voilà donc, je vous demande, dans le cadre de cette délibération, d'approuver le recrutement de ce directeur ou de cette directrice adjointe. Est-ce que vous avez des... Ah, excusez-moi, on me signale que je n'ai pas fait voter le point concernant le contrat d'apprentissage. Je ne l'ai pas fait voter. On votera les points des ressources humaines. Je croyais que comme vous étiez arrivé en retard, vous me saluiez. Donc je vous avais renvoyé très opportunément votre salut bienveillant. Et donc je poursuis et nous pourrons donc disjoindre le cas échéant. Mais comme il n'y avait pas eu d'observation particulière, je poursuivais dans ma lancée. Est-ce qu'il y a donc des observations, des demandes de complément pour ce poste? Donc je poursuis et ensuite donc nous voterons ces différents recrutements. Donc d'un agent, cette fois-ci pour exercer les fonctions de directrice ou directeur adjoint des finances, là également dans le cadre du départ à la retraite de la titulaire du poste. Et donc nous avons ouvert bien sûr le poste de directeur ou directrice adjointe des finances selon les missions qui sont indiquées ici, dans le même cadre finalement d'ouverture que celui que je viens d'expliquer précédemment. Ce poste est donc à pourvoir actuellement. Est-ce que vous avez des demandes complémentaires? Donc je vais faire voter ces 3 délibérations. Donc le contrat d'apprentissage, le recrutement pour un directeur ou une directrice adjointe ressources humaines et le recrutement pour directeur ou directrice adjointe finances. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Ensuite, il s'agit d'une augmentation de temps de travail pour un poste de projectionniste. Monsieur Vatan.
Oui, Madame le maire, donc vous le savez, le secteur du cinéma évolue en permanence. La ville de Colomiers doit s'adapter. Il est nécessaire de disposer d'un nombre d'entrées important pour offrir une programmation de qualité, les films le plus rapidement possible, mais même si on est passé au numérique, c'est ainsi. Donc, depuis plus d'1 an, le cinéma propose de nouveaux créneaux horaires, donc une augmentation de l'activité. Et puis également, les équipes font face à une augmentation du temps consacré et à l'entretien d'une part, et d'autre part au développement des nouveaux publics, aux actions de démarchage et de communication. C'est pourquoi des changements organisationnels au sein de l'équipe ont été nécessaires. Donc cette équipe est composée de 3 projectionnistes, un qui est à temps complet, un qui est à temps non complet à 28 heures et un qui est à non complet à 17h30. Et donc nous proposons d'augmenter le temps de travail du projectionniste qui est à 17h30 pour le passer à 28h. Je vais vous dire également que la commission technique paritaire a émis un avis favorable à cette proposition. Merci, Monsieur Vattan. Donc, est-ce qu'il y a des demandes de compléments, des commentaires ou des observations? Dans ce cas, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Nous poursuivons donc avec une convention entre la municipalité et la communauté urbaine, donc Toulouse Métropole, pour l'accès au restaurant administratif de Colomiers pour le personnel de Toulouse Métropole. Finalement, tout est dans le titre. Vous avez le détail de cette délibération. Vous l'avez compris, il s'agit de permettre l'accès des agents de Toulouse Métropole qui sont présents sur la commune, principalement bien sûr au pôle ouest, de leur permettre l'accès de notre restaurant municipal administratif. Et dans ce cadre, une convention est signée avec la communauté urbaine Toulouse Métropole pour prendre en charge les montants correspondants. Est-ce que vous avez des demandes d'informations complémentaires? Je mets aux voix. Abstention. Vote contre. Je vous remercie. Alors, nous poursuivons avec donc des commissions municipales, la création donc de 2 nouvelles commissions municipales, la commission emploi, formation et coopération internationale, donc qui avait été annoncée et pour l'instant pas encore mise en place. Donc je vous rappelle que par délibération du 16 avril et 25 juin 2014, le conseil municipal a créé 7 commissions municipales qu'elles sont chargées d'étudier les affaires, bien sûr, qui lui sont soumises, en application donc, du Code général des collectivités territoriales. Qu'il est donc proposé de former 2 nouvelles commissions que je viens d'indiquer, emploi, formation et coopération internationale, et qu'elles sont finalement soumises aux mêmes conditions et modalités de création et de fonctionnement qui sont applicables pour les 7 autres et donc que vous connaissez. Ces 2 commissions supplémentaires devront être mentionnées au règlement intérieur que nous avons adopté le 25 septembre dernier, dans les articles notamment 23 et 24. Alors je vous propose d'une part de voter sur la décision de la création de ces commissions et ensuite de désigner, après appel à candidature et vote dans le respect de la représentation proportionnelle, les membres de ces commissions. Donc je rappelle pour les 2 commissions 11 membres, donc selon les règles de la proportionnalité que nous nous sommes appliquées pour les autres commissions, 8, 2 et 1. Donc pour la liste Génération Colomiers, oui, Madame y la maire, a-t-il des candidatures? Je vous propose les candidatures de M. Delio Ménène, François Lemoine, Martine Ashprogetis, Christophe Corby, Aïssam Moussaoui, Arnaud Simion, Thérèse Moisan et Guy Laurent. Monsieur, oui. Pour la liste Vivre mieux à Colomiers, nous vous proposons Med Keshidi et Patrick Jimena pour la commission emploi-formation. Pour notre liste, nous proposons en emploi-formation Cécile Bicaïs et en coopération internationale Damien Laborde. D'accord. Donc pour la coopération internationale,
Pour la coopération internationale, Aïssa Moussaoui, Arnaud Simion, Philippe Briançon, Caroline Vauchère, Ouscar Martinato, Gilles Darnaud, Gladys Kitegui et Valérie Chevalier. Pour Vivre mieux à Colomiers, Patrick Jimena et Med Keshidi. Et donc, Monsieur Laborde. Très bien. Alors, faut-il obligatoirement un vote à bulletin secret ou pouvons-nous être d'accord sur la présentation donc, de ces membres et voter à main levée? Donc, je vous remercie, je mets aux voix. Qui vote pour? Voilà, comme ça c'est très clair. Merci beaucoup. Puis, ça nous fait bouger un petit peu. Parfait. Nous poursuivons donc avec un point relatif à l'intercommunalité et le rapport d'activité et des comptes afférents à l'exercice 2013 de la SEM Opidea. Madame Casalis. Oui, Madame le maire. Donc, conformément à l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la société d'économie mixte Opidea a adressé à la commune son rapport d'activité et ses comptes 2013. Chaque adjoint et conseiller municipal est destinataire de ces documents, ci joints en annexe, que Madame le maire présente à l'Assemblée délibérante. Je me permets juste de rappeler que ce rapport d'activité dresse le panorama de l'activité d'Opidea sur l'année 2013, reprenant ses temps forts, un zoom sur les opérations réalisées et les données financières afférentes. Aussi, il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité et des comptes 2013 de la société d'économie mixte Opidea, tel qu'annexé à la présente délibération, et de donner mandat à Madame le maire ou, à défaut, à son représentant, afin de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. Merci Madame Casalis. J'ai oublié de mentionner le départ de Monsieur Laurier, qui était appelé dans d'autres réunions, et donc qui donne pouvoir à Monsieur Laborde donc, pour les délibérations précédentes, notamment les points ressources humaines. Voilà, excusez-moi de ne pas l'avoir fait immédiatement. C'est ainsi enregistré. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport qui concerne Opidea? Je vous remercie. Donc je mets au... Oui, monsieur. Juste peut-être pour dire pourquoi nous nous abstiendrons sur ce rapport. D'accord. Parce que nous considérons qu'il n'y a pas assez d'éléments justement sur l'ensemble de l'activité d'Opidea. Il y a très peu d'informations, y compris des informations financières. Et le rapport d'activité, je vais peut-être être un peu méchant, hein, mais il ressemble à un prospectus publicitaire dans lequel il n'y a pas trop d'informations pertinentes. Par exemple, on voit numéro 9, Perger, Garoussal, et quand on va dans les différentes pages, il n'y a aucune information qui permettrait d'apprécier quelle a été l'activité sur notre commune. Donc, faute de ces informations, nous nous abstiendrons. Bien, je prends tout à fait note de ce que vous dites, qui peut être d'ailleurs partagé. Je rappelle simplement que nous sommes aussi vos représentants au sein du conseil d'administration d'Opidea, donc je le rapporterai à ce moment-là en conseil d'administration. Je me ferai tout à fait exceptionnellement votre porte-parole sur ce point-là. Je rappelle par ailleurs que il nous est présenté ici en conseil municipal ce qu'on appelle les CRAC, qui correspondent à des points d'activité sur les différentes zones de façon plus précise ou en conseil de communauté, et que également Opidea est une SEM et qui donc à ce titre-là dépose ses comptes et qu'ils sont donc accessibles tout à fait normalement. Et si vous souhaitez en faire la demande, je pense que vous pouvez obtenir évidemment des comptes détaillés. Voilà, mais je me ferai le porte-parole de votre point. Il sera de toute façon rapporté dans ce conseil municipal, dans son compte-rendu. Je mets aux voix. Abstention. Contre. Je vous remercie. Madame Mourgue, donc pour le syndicat mixte pour l'étude et la protection de l'environnement dans le département de la Haute-Garonne, avec la désignation donc d'un représentant supplémentaire.
Oui, tout à fait, Madame le maire. Donc, il s'agit de désigner un représentant suppléant au SMEPE. Donc, par délibération du 16 avril 2014, le conseil municipal a désigné, après appel à candidature et vote, Madame Josiane Mourgue, dont moi-même, en tant que déléguée titulaire en charge de représenter la commune auprès du syndicat mixte pour l'étude et la protection de l'environnement dans le département de la Haute-Garonne. L'article 15 des statuts de ce syndicat donc dispose que les assemblées délibérantes désignent chacune un délégué titulaire et un délégué suppléant. Donc il convient de désigner un délégué suppléant. Voilà. Bien, donc on fait appel à candidature. Pour le groupe Génération Colomiers, je vous propose Madame Laurence Casalis. Je mets aux voix donc pour la désignation de Madame Casalis. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous poursuivons donc avec les conventions et une convention donc de partenariat pour promouvoir l'apprentissage des ressortissants avec l'association English 31 qui nous est rapportée donc par Madame Clouscar-Martinato. Merci Madame le maire. Depuis de nombreuses années, un des objectifs de la politique éducative de la ville de Colomiers consiste à soutenir et promouvoir les partenariats dans le domaine des apprentissages pour les ressortissants étrangers. La présence sur le sol columérin du lycée international Victor Hugo, de la Dutch School, de l'International School of Toulouse témoigne de cet engagement de la commune auprès de ses différents ressortissants. La convention a passé aujourd'hui entre la commune, la société Airbus SAS, l'association English 31 et l'école élémentaire Lucie Aubrac est un élément incontournable de cet engagement. Il s'agit donc pour la commune de mettre à disposition de la société Airbus SAS International Operation des salles de classe de l'école élémentaire Lucie Aubrac afin que les élèves bilingues anglais puissent suivre un cycle spécifique de cours promulgués par des enseignants de l'association English 31 et également d'être intégrés à l'enseignement de l'école publique. Ce partenariat avec l'équipe enseignante et plus généralement avec la communauté éducative de Lucie Aubrac est mis en place depuis de longues années, puisque précédemment ce dispositif était mis en œuvre sur le site de l'école Paul Bert. Aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe enseignante a été transféré sur l'école Lucie Aubrac. Donc la présente convention détermine le cadre de ce partenariat et sera conclue pour une durée n'excédant pas 5 ans. Il est précisé que par ailleurs, le conseil d'école a été sollicité pour émettre un avis à la signature de cette convention. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, de précision, des commentaires? Monsieur Quartero. Juste une question concernant l'indemnisation, la participation aux frais, article 6. Comment ont été définis les 29,25 € de participation par salle et par semaine? C'est peu. Oui, c'est peu. Cela concernait, ça correspond à peu d'heures de classe par semaine et cela correspondait aux frais généraux d'électricité et de chauffage des locaux. Par ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'un article important a été rajouté à cette convention, notamment une participation. Alors, je cherche cet article. Une participation. Dis-nous. Voilà, l'article. Non, je ne pense pas. C'était l'article. Non, précédent, je pense. Aux frais de scolarité, l'article 5, qui est bien plus important. Donc, qui permet justement à la commune de Colomiers de ne pas participer aux frais de scolarité des élèves intégrés dans ce dispositif qui ne sont pas des ressortissants de la commune de Colomiers. Ce dispositif est tout nouveau dans cette convention et là représente des sommes bien plus importantes. Merci beaucoup. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. On continue avec une convention de partenariat culturel qui nous est présentée par Monsieur Vattan. Oui, Madame le maire, chers collègues, il s'agit donc d'une convention de partenariat avec l'entreprise IGEXAO qui est située à Colomiers et la ville de Colomiers donc pour s'associer à l'occasion de la programmation des spectacles de la saison culturelle. L'entreprise s'engage à apporter son soutien à la réalisation de cette opération
selon les dispositions suivantes: soutien financier de 1 500 € TTC et l'achat de places de spectacle à tarif réduit de 27 € pour les manifestations citées dans le programme. Et en contrepartie, la ville de Colomiers mentionnera le partenariat de l'entreprise sur certains supports de communication de l'opération. Voilà, donc nous vous demandons d'approuver cette convention. Demande d'intervention. Je mets aux voix. Qui s'abstiennent, qui votent contre. Je vous remercie. Nous poursuivons avec le développement urbain. Je vais peut-être demander à M. Kishidi de fermer son micro pour éviter des interférences. Voilà, merci. Madame Casalis. Oui, Madame le maire, chers collègues, donc ici, effectivement, une délibération portant sur la ZAC Garoussal Saint-Jean, désignation de l'indemnité d'expropriation due au consort Zueli. En 2003, le conseil municipal a décidé la création de la ZAC Garoussal Saint-Jean et l'attribution de l'aménagement à la SEMCAC, devenue entre-temps Opidea. Par la suite, la SEMCAC a acquis à l'amiable la majeure partie des terrains de la ZAC. En avril 2008, la ZAC a été déclarée d'utilité publique, DUP. Plusieurs propriétaires n'ont pas accepté de vendre à l'amiable, c'est pourquoi une procédure d'expropriation a été engagée, notamment contre les consorts Zuili. Le tribunal de grande instance a été saisi, fixant l'indemnité à 22 € par mètre carré en juillet 2011. La Cour d'appel de Toulouse a confirmé ce montant en mai 2012. Plusieurs procédures judiciaires conduites par M. Zuili étaient en cours pour ce dossier, notamment auprès de la Cour de cassation. C'est pourquoi la commune a décidé, comme le prévoit le Code d'expropriation, de consigner l'indemnité d'expropriation due au consort Zuili par délibération du 8 novembre 2012. Cette consignation a eu lieu auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le dernier recours ayant fait l'objet d'un rejet définitif par la Cour de cassation en juin 2014. Il est proposé au conseil municipal de délibérer de la déconsignation de la somme de 991 965 € au bénéfice des consorts Zueli. Merci. Merci, Madame Casalis. Est-ce que vous avez des demandes d'intervention? Je mets donc aux voix. Abstention. Vote contre. Je vous remercie. Madame Casalis, vous poursuivez avec la prorogation de la convention publique d'aménagement de la ZAC du Perger. Oui, donc effectivement, l'aménagement de cette zone d'aménagement concerté du Perger, habitat et activité, a été concédé à la Société d'économie mixte locale de Colomiers pour l'aménagement et la construction de la SEMCAC devenue SEM Opidea en 2011. Cette convention d'aménagement, signée le 6 juin 1984, a successivement fait l'objet d'avenants. Je vous passe en fait les dates, vous les avez sous les yeux. Il convient de prévoir un nouvel avenant pour prolonger la durée de la convention de 4 années, soit jusqu'au 31/12/2018. Certaines opérations n'étant pas encore terminées, notamment l'îlot au sud du lycée Victor Hugo et les équipements publics associés. Aussi, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 11 au traité de concession du Perger du 6 juin 1984 présenté en annexe, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer cet avenant, de donner mandat à Madame le maire ou à défaut à son représentant afin de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. Merci Madame Casalis. Donc une délibération technique, des observations. Oui, Monsieur Keshidi. Je voudrais juste donner les raisons pourquoi là aussi nous allons nous abstenir. C'est typiquement l'exemple d'un vote aveugle. C'est-à-dire on ne sait pas pourquoi la convention est prorogée, pourquoi il faut un avenant. Voilà une convention qui a été signée vous l'avez rappelé Madame Casalis, en 1984. Elle a fait l'objet de 10 avenants. Ça va être le 11e avenant. Qu'est-ce qui va être fait donc, dans l'îlot au sud du lycée Victor Hugo? Et quels sont les équipements publics associés? On n'en sait rien. Alors, on est allé chercher dans le
documents publicitaires d'Opidea, on n'a rien trouvé. Et donc, là aussi, par manque d'informations, il ne faut pas y voir une mauvaise volonté, mais voilà, on est sous-informé sur cette question, et c'est pour cette raison que nous nous abstiendrons. Bien, je comprends votre vote. Néanmoins, il ne s'agit là que d'une prorogation dans le temps qui ne vaut évidemment pas acquiescement ou acceptation des travaux et des équipements et des projets qui resteraient à conduire et qui, le cas échéant, lorsqu'ils seront définis, pourront tout à fait être présentés en commission d'urbanisme le moment venu. Donc aujourd'hui, on était sur une délibération technique qui consistait à proroger. Madame Casali, si vous voulez compléter. Oui, tout à fait, puisque effectivement nous bénéficions en fait d'une commission urbanisme et cadre de vie à laquelle en fait vous appartenez également en fait Monsieur Keshidi ainsi que Madame Boubidi et Monsieur Laurier. Donc effectivement, le jour où nous avons évoqué en fait ce point, vous n'étiez pas là. Donc nous avons effectivement évoqué que nous réfléchissions, et ça a été présenté en fait en commission. La question a été posée effectivement sur le devenir en fait de cet espace. Nous avons confirmé que cet espace était à l'origine voué à un espace de bureau, que l'offre de bureaux à l'échelle de Toulouse Métropole est vraiment en fait très très importante, donc que nous nous octroyons en fait le droit, eu égard à cet espace dans cette ZAC en fait du Perger, à avoir en fait une destination un peu différente, et nous nous sommes engagés à l'occasion de cette commission, ça figure d'ailleurs dans le compte-rendu, que nous aurions en fait une présentation à l'occasion d'une prochaine effectivement commission, puisque ici, comme le rappelait à juste titre Madame le maire, et je la remercie, ce n'est juste en fait qu'une présentation technique. Juste si je puis effectivement continuer par rapport à la durée, la question a également été posée en commission. Pourquoi en fait 2011, enfin prolongé en fait jusqu'en 2018, pardon. C'est effectivement des prolongations successives, et vous l'avez noté également en commission. Donc nous nous donnons en fait le temps, compte tenu en fait des délais qui sont impartis à la construction, de se réserver effectivement un dernier avenant qui soit effectivement la finalisation de la ZAC, pour éviter effectivement d'avoir des renouvellements en fait trop courts. Voilà, merci. Est-ce qu'on a une idée de ce qui sera fait au sud, à l'île au sud du lycée international? Alors, est-ce qu'on a eu une idée? Alors, si c'est encore pour, je croyais avoir compris hein, dans votre programme électoral que vous vouliez arrêter l'urbanisation. Que si c'est encore pour construire de nouveaux logements et de poursuivre l'objectif des 40 000 logements, effectivement, là il y a un débat à avoir. Donc au minimum, ça serait intéressant de donner quelques indications sur ce qui sera fait. Effectivement, dans le PV, il est noté que ça ne sera pas une zone de bureau, mais ça serait bien qu'on ait eu des indications sur les affectations possibles, les affectations possibles de ce foncier. Bien, donc je pense que la réponse vous a été apportée. Ce débat n'est pas à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Comme Madame Casalis vient de l'exprimer, ce point a été porté en commission urbanisme, qui est le cadre de débat correspondant. Et donc, je note, Madame Casalis, votre engagement à discuter de ce point lorsque des options seront envisagées en commission urbanisme. Donc, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Nous terminons donc avec une dénomination de voie publique. Monsieur Saralier. Pour une commune, il s'avère indispensable pour des commodités de repérage de donner un nom au boulevard, allées, avenues, rues, esplanades et places publiques. Le développement continu de Colomiers conduit à dénommer des voies créées et à apposer des plaques indicatives correspondantes. Lors de la commission cadre de vie et mobilité du 18 septembre 2014,
Il a été proposé, compte tenu de la stature de l'homme et de la stature métropolitaine qu'il représente, de dénommer l'esplanade de la halte des Ramassiers Esplanade Dominique Baudis. En effet, cette réflexion a été guidée par les critères de lien entre les villes de Colomiers et de Toulouse, mais également par le fait que la halte soit desservie par le boulevard de l'Europe. Les membres de la commission ont émis un avis favorable à cette proposition à l'unanimité des membres présents. Le conseil municipal doit, par délibération, officialiser le changement de la dénomination de la halte des Ramassiers, voté à l'unanimité à la commission cadre de vie et mobilité du 18 septembre 2014, à savoir Esplanade Dominique Baudis, quartier des Ramassiers. Ainsi, il est demandé au conseil municipal d'approuver la dénomination officielle de la voie publique suivante, Esplanade Dominique Baudis, quartier Ramassiers, de donner mandat à Madame le maire ou à défaut à son représentant pour prendre toute mesure relative à cette affaire. Je vous remercie. Je mets donc aux voix, sauf s'il y a des prises de parole. Monsieur Laborde. Oui, Madame le maire, je voulais d'abord vous remercier. Vous savez, nous sommes dans un conseil municipal, il y a des débats qui ont lieu. Parfois, nous ne sommes pas d'accord, parfois nous sommes d'accord, mais je tenais particulièrement au niveau de mon groupe à vous remercier du fait de pouvoir donner le nom de cette esplanade à Dominique Baudis. C'est quand même quelque chose pour moi assez émouvant, puisque ce fut un de mes premiers parrains en politique, vous le savez, dans lequel j'ai toujours eu à entretenir des correspondances privées quand il a été appelé, notamment sur Paris, pour présider des instituts dont vous connaissez le nom. Et encore une fois, je ne sais pas si une inauguration est prévue, mais sachez que je suis très touché et très ému par le geste que vous faites ce soir. Merci. Bien, je prends acte de vos remerciements et de l'hommage que nous rendons ainsi tous à Dominique Baudis. Il n'y aura pas particulièrement d'inauguration, mais je crois que l'hommage qui est rendu ainsi et se suffit en lui-même et par votre voix au sein de ce conseil municipal. Je mets donc aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. L'ordre du jour est terminé, mais j'ai reçu donc des questions pour ce conseil municipal. Alors, plusieurs questions provenant de diverses personnes, de façon parfois étonnante, puisque donc M. Laurier a posé des questions, mais M. Laborde a également posé des questions. Donc je propose donc que je répondrai aux questions de M. Laurier, puisqu'il a dû s'absenter et qu'il signe lui-même ses questions au prochain conseil municipal ou à la prochaine commission urbanisme. M. Laborde, vous avez posé deux questions un petit peu tardivement. Alors, je sais bien qu'on a été très souple et dans le règlement intérieur, 48 heures avant, dans la mesure du possible, les questions sont nombreuses, je le dis aussi pour vous, elles arrivent tout à fait dans le délai, mais si on veut les traiter sérieusement, vraiment là pour le coup, elles sont toutes arrivées, y compris celles de votre groupe, Vivre Mieux, vraiment le 4 novembre, c'est-à-dire juste avant-hier. Il n'y a pas de souci, hein, on va les prendre. Hein. Bon, si... C'est tout à fait normal, mais si vous pouvez nous les envoyer un tout petit peu avant, hein, c'est mieux pour qu'on s'organise, mais ce n'est pas un problème. Nous sommes là pour ça. Alors, Monsieur Laborde, je voudrais aussi rappeler, mais sans que personne n'en prenne ombrage, que le conseil municipal traite des questions orales qui concernent la vie de la commune et des questions qui ne peuvent pas concerner, on l'a déjà dit la dernière fois, des cas particuliers, des rumeurs, des bruits de couloir, des choses non explicites, et notamment votre première question, est-il vrai qu'il y a eu une mise à pied de 3 jours pour une personne faisant partie de l'Office de la tranquillité publique de Colomiers? Pouvez-vous nous en expliquer la raison? Juste pour vous dire que c'est vrai que M. Moudin, je crois, a rayé l'Office de la tranquillité publique à Toulouse, qu'ici à Colomiers nous n'en avons pas, ça s'appelle le service de la tranquillité publique, ça c'est le premier point, mais sinon je ne sais pas de quoi vous parlez. M. Terrail peut-être nous éclairera. Pas vraiment, puisqu'après interrogation des services, dont la direction de la vie citoyenne,
le service tranquillité publique et la direction des ressources humaines, aucune mise à pied n'a été prononcée. Voilà, donc ce sont des questions très personnelles, parce que quand bien même qui concernent forcément des agents, quand bien même, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais si ça avait été le cas, posez-moi la question, et que vous... Il y a aussi des représentants du personnel, dont c'est bien sûr la mission que de porter les difficultés qu'un employeur peut avoir ou qu'un salarié, qu'un employé municipal peut avoir avec son employeur. Donc vous pouvez tout à fait m'interpeller par ailleurs, et comme je n'avais pas été non plus interpellé par les institutions représentatives du personnel, j'ai été assez étonné. Ensuite, une deuxième question qui est d'actualité. Vous nous interrogez sur les 2 bus de l'entreprise Viardier qui ont pris feu au niveau du parking du Hall Comminges dans la nuit du week-end de la Toussaint. Pouvez-vous nous dire où en est cette affaire? Voilà, quelle est votre question, Monsieur Terrail, s'il vous plaît. Oui, tout d'abord, pour vous répondre, Monsieur Laborde, bien évidemment, nous avons été choqués et surpris de cet incendie, quelque chose de spectaculaire. Donc 2 points. Concernant cet incendie proprement dit, la mairie a déposé plainte pour dégradation du domaine public. L'entreprise Verdier a également déposé plainte. Donc ces faits font l'objet de procédures judiciaires en cours sur lesquelles nous n'avons pas de retour et dont je ne suis pas convaincu dans un délai immédiat que nous ayons un retour rapide. L'enquête est en cours. Sachez bien que s'il y a des éléments complémentaires, comme on joue la transparence en commission de tranquillité publique, vous aurez, si vous avez l'opportunité de venir assister à la commission de tranquillité publique, tous les éléments adéquats aux derniers événements, puisque ce ne sont pas les seuls sur la commune, et que bien évidemment, nous sommes attentifs à ce qui s'y passe et au contact qu'on peut prendre avec la police nationale. De la même manière, pour clôturer ce phénomène, concernant la reproduction des faits divers et la communication et la publicité de ces faits divers, bien évidemment, c'est du ressort de la police de rendre compte des faits constatés, nous les constatons, et de communiquer sur ces faits-là. Donc on le suggère régulièrement, donc on attend les retours. Bien, donc je peux également ajouter que nous allons néanmoins, c'est un événement qui nous a marqué, bien entendu, qui repose effectivement la question du stationnement sur le domaine public, en l'occurrence, sauf erreur de ma part, et ça devrait être confirmé, Monsieur Terrail, mais sauf erreur de ma part, et en tout cas des éléments que j'ai demandés en interne, il n'y a pas d'infraction proprement dite sur la possibilité de ces bus de stationner à cet endroit. De fait, il y a donc à se reposer la question au regard de ce type de phénomène pour faire évoluer cette réglementation, mais le faire non pas de façon isolée et en réaction bien sûr à cet événement, mais en ayant une réflexion un peu plus aboutie et une consolidation sur l'ensemble des sites qui pourraient être à risque, et prendre donc, le cas échéant, c'est l'étude que j'ai demandée au service, des arrêtés qui sont de ma responsabilité pour envisager peut-être une restriction correspondante de l'utilisation de places de stationnement sur le domaine public pour ce type de stationnement qui, là en l'occurrence, était peut-être trop longue, pas opportune ou justifiée sur des week-ends. Voilà, donc c'est une réflexion que nous avons et qui, dont l'aboutissement vous sera donné en commission tranquillité publique. D'autres interventions? Merci. Donc je poursuis avec des questions donc, qui ont été posées par le groupe Vivre mieux à Colomiers, Monsieur Gimena. Donc plusieurs questions. Et si vous le permettez, on peut en traiter certaines de façon consolidée. Alors vous posez, j'allais dire presque reposez, mais j'en prends tout à fait acte. La problématique des places de parking au quartier du Vignemal et du Puy d'Ossau, c'est un sujet récurrent qui nous préoccupe tous. Donc vous repointez effectivement que les habitants du quartier de Vignemal se plaignent régulièrement du manque de places de parking. La saturation du parking de la gare oblige les usagers à se garer sur toute la zone, y compris dans les habitations voisines, nous le savons.
Le centre commercial est aussi impacté car il est difficile de se garer dans la journée. D'autre part, au Pic d'Ossau, des habitants revendiquent auprès de nos services donc, et de notre équipe, c'est ce que vous nous dites depuis plusieurs mois, des places réservées aux personnes handicapées. Vous nous indiquez que rien n'a été réalisé, que cette situation ne peut plus perdurer au regard du désagrément que cela occasionne dans la vie de tous les jours pour les personnes concernées. Et vous nous demandez donc ce que nous comptons faire à ce sujet. Concernant le quartier du Pelvoux, je poursuis. Vous nous indiquez que les travaux du complexe de Capitanie sont achevés en effet. Pendant plusieurs années, ils ont pu occasionner des gênes pour les habitants du quartier du Pelvoux, que des difficultés persistent, notamment par l'occupation de places normalement réservées aux habitants par les usagers de Capitanie, notamment le mercredi et le samedi, et des salariés de la zone aéronautique. Vous nous demandez ce que nous comptons faire pour remédier à ce problème et vous nous demandez également pourquoi les habitants du quartier n'ont pas été invités à l'inauguration de ce complexe. Enfin, sur ces sujets-là de stationnement, hein, je les regroupe si vous me le permettez, avant d'aborder les autres. Vous nous indiquez que lors du dernier conseil municipal, vous nous aviez alerté sur la problématique du stationnement intempestif sur l'impasse chemin de la Salvetat, qu'une pétition avait été signée en son temps par des riverains exaspérés de la situation, que vous aviez suggéré l'installation de panneaux interdits sauf riverains et la création de chicanes à cet endroit pouvant, selon vous, résoudre le problème, qu'à ce jour, rien n'aurait donc été entrepris. Et là encore, vous nous demandez ce que nous comptons réellement faire, alors que d'importants travaux viennent de commencer sur la zone. Alors, pour ces 3 points que je propose de regrouper tout en les différenciant dans la réponse, peut-être à plusieurs voix, hein, finalement, M. Saralier qui a repris ce problème, Mme Casalis, M. Terrail, pour vous compléter éventuellement. Donc, en premier, pour le vignement des Pics d'Ossau, le quota des places à mobilité réduite est atteint au-delà de 2% réglementaire. L'accessibilité à ces places va être faite dans le cadre des travaux programmés par Toulouse Métropole sur le premier semestre 2015. En ce qui concerne le centre commercial, en consultation avec les commerçants, une zone bleue a été mise en place sur la dalle. Aussi, pour vous situer quand même un relevé qui a été fait par le STP, entre le 11 et le 16 juin, il y avait une moyenne d'occupation de 78%. Donc il y avait quand même 22% de places qui étaient vides. Ensuite, je continue par le Pelvoux. Juste peut-être sur ce point des quartiers de Villemal, pour dire que quand on parle de programmation de Toulouse Métropole, ça relève de notre enveloppe de voirie, hein, et donc c'est quand même des travaux que nous-mêmes, ville, nous sollicitons auprès de Toulouse Métropole pour qu'ils soient mis en œuvre sur le budget consacré à la commune. Et donc ensuite, effectivement, les modalités de programmation, d'évolution, de marché et de suivi sont faits par Toulouse Métropole, puisque c'est de sa compétence. Voilà, c'était juste cette précision. Sur le Pelvoux. Sur le Pelvoux, donc différentes réunions ont été organisées avec les entreprises concernées en termes de salariés, Steria, Orange, Alcatel, pour les inviter à se garer sur le parking propre aux entreprises, qui connaît un taux de remplissage de 60%, constaté et confirmé par les entreprises elles-mêmes. Donc le sujet avance bien de ce point de vue. Cependant, malgré ces recommandations, certains employés et utilisateurs du complexe sportif Capitanie continuent à se stationner dans le quartier du Pelvoux. Au regard des difficultés de circulation sur l'avenue Yves Bruno, aux heures de pointe, une étude de trafic a été demandée à Toulouse Métropole sur un périmètre prenant en compte l'avenue Yves Bruno, le boulevard Marcel Dassault et l'entrée de la Fontaine Lumineuse afin de connaître les préconisations de gestion de flux. Donc nous poursuivons en fait ces discussions avec les entités compétentes et auront effectivement des retours que nous présenterons également en commission urbanisme cadre de vie. Pour peut-être compléter sur ce sujet, fin du mandat précédent, j'avais déjà envoyé des courriers à ces entreprises. Il s'avère qu'il existe un portillon qui permet en effet
aux salariés de ces entreprises d'accéder et donc évidemment d'éviter les perturbations. Nous étions allés jusqu'à menacer effectivement de la fermeture de ce portillon, donc c'est peut-être une des solutions que nous devons mettre en œuvre si les choses ne s'améliorent pas. Concernant ce point que vous mentionnez, qui m'a ému néanmoins, sur le fait que nous n'aurions pas invité les habitants de ce quartier à Capitani, je rappelle que c'était ouvert à toutes et à tous et qu'il n'y avait pas d'invitation particulière. Et donc, sauf à ce que vous me démentiez, moi je considère que, bien sûr, tout le monde pouvait tout à fait accéder à cette inauguration et qu'il n'y a en effet pas eu d'invitation ciblée de ces habitants-là. Peut-être aurait-on pu le faire, je veux bien vous l'accorder, mais en tout cas, la porte ne leur était bien sûr pas fermée. Beaucoup de communications avaient été faites pour annoncer cet événement ouvert. Alors, excusez-moi de revenir d'abord sur les parkings. Alors, je n'ai pas envie de parler de cas particuliers, mais je me sens un peu quand même dans l'obligation d'y revenir, parce que du coup, les cas particuliers vont faire système. Vous dites 68% sur le Vignomal. Moi, je veux bien. Mais quand vous avez des personnes âgées au 2e étage et des personnes handicapées, qui depuis décembre 2012, voire même 2013, sollicitent la municipalité en maintes reprises pour avoir en bas de chez eux ne serait-ce qu'une place pour handicapés, alors vous allez me dire, oui, mais c'est un cas particulier. Sauf qu'il s'avère qu'au Pic d'Ossau, alors il y a le Vignomal, alors je vais préciser, parce que pour les anciens Colimérains, on a tendance à dire que le Vignomal c'est un tout, mais pour certains habitants, on différencie le Vignomal du Pic d'Ossau. Donc alors au Pic d'Ossau, vous avez la présence de personnes handicapées et de personnes âgées qui revendiquent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, une place handicapée, et pas qu'une, parce que là on serait sur un cas particulier, Madame la maire, mais plusieurs. Alors effectivement, on serait peut-être au-delà du taux réglementaire, mais bon sang, quand vous êtes sollicité de manière récurrente par les mêmes familles qui ne peuvent pas se garer. Vous dites 68%, moi je veux bien entendre 68%, 70%, 90%. C'était pas sur ça les 68%, mais c'est pas grave, poursuivez. Non, les 68% d'occupation, j'ai bien entendu. Oui, mais les zones bleues sur le parking en haut, sur la dalle, ne correspondent pas du tout aux habitants, aux besoins de l'habitant qui habite au Pic d'Ossau. On marche sur la tête. Moi, je parle des places handicapées sur le Pic d'Ossau. Et c'est une revendication de plusieurs familles du quartier depuis belle lurette. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur la question de l'invitation des habitants du Pelvoux. Bien sûr que c'était ouvert à tout le monde. Mais communiquer et dire que c'est ouvert à tout le monde, ça ne veut pas dire que pour autant, tout le monde a l'information. Et d'autre part, eu égard au fait que ce quartier a été impacté de manière quotidienne et massive pendant tant d'années avec les travaux, vous l'avez dit à demi-mot, hein, il aurait été peut-être plus opportun d'envoyer ou de donner une invitation aux habitants du Pelvoux qui ont subi les travaux pendant tant de mois. Donc c'était simplement une démarche particulière, une attention particulière à certains habitants qui se sont offusqués parce qu'eux attendaient une invitation. Et si je relais la parole de certains habitants, là pour le coup c'est pas un cas particulier, c'est pas qu'une famille ou deux, c'est quand même un certain nombre, et bien là, il faut entendre aussi, ils étaient en attente d'un petit geste, il faut dire allez, on va boire un petit coup ensemble. Alors, Monsieur Gimena, je suis d'accord avec vous, je ne l'ai pas dit à demi-mot, je l'ai dit à mot entier. Et je trouve que, vous voyez, votre rôle, par exemple, aurait pu être de nous le dire avant, puisque manifestement vous entretenez des relations où que ces gens sont venus vers vous, et donc vous auriez pu m'alerter avant l'inauguration pour me dire, puisque vous y êtes venu, pour me dire, vous savez, Madame la maire, puisque c'est comme ça que vous m'appelez, et il n'y a pas de souci, oui. Madame la maire, je suis un peu étonnée, avez-vous pensé à inviter les habitants de ce quartier qui reviennent vers moi, qui s'étonnent, qui n'ont pas reçu d'invitation dans votre boîte aux lettres, ils voient bien qu'il y a de la communication, ils ne vont pas oser venir tout seuls. Et je l'aurais fait bien volontiers. Alors c'est bien de le dire après, je vous en donne acte, et je fais là-dessus, je comprends que ce n'est pas simple pour les gens, effectivement, de ces quartiers, ils n'ont peut-être pas osé pousser la porte, donc je ne l'ai pas dit à demi-mot. C'est
eu certainement une maladresse dont je donne acte effectivement que nous aurions pu le faire. Mais du coup, n'hésitez pas dans ce cas-là à venir me le dire. Mais Madame la maire, la ficelle est un peu grosse. Hein. Je ne l'ai appris qu'après l'événement. C'était pas avant. C'est après l'événement où des habitants m'ont sollicité en me disant ça aurait été sympa qu'on soit invité. Je pensais que vous les voyez régulièrement. Mais non, mais à ce moment-là, puisque vous dites que c'est une invitation publique, on ne va pas tergiverser là-dessus. On ne va pas polémiquer là-dessus. Je pensais que vous aviez pensé suis simplement le relais, voilà, d'un certain nombre de personnes qui auraient bien aimé recevoir à la maison, eu égard encore une fois aux travaux. Eh bien, une petite invitation, une petite attention. La prochaine fois, surtout pensons-y ensemble et n'hésitez pas à m'interpeller si par extraordinaire les choses ne se faisaient pas dans ce sens. J'ai simplement une petite question, parce que là ça trait à l'urbanisme, notamment sur la question des parkings, mais tout un chacun, on est sollicité au quotidien sur ces questions-là. Hein. Donc il n'y a pas de cas particulier pour que les choses soient bien claires. C'est un peu comme sur l'allée des Coteaux autour de l'église. Je sais que votre premier adjoint a été sollicité. Il y a un escalier qui pose des problèmes de sécurité. Je me suis dit, tiens, je la mets cette question ou je la mets pas. Et je me suis dit, finalement, si je fais une succession, alors je peux en parler en commission. Il y a la commission cadre de vie. Oui, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est réunis entre nous... Il n'y a pas la télévision à la commission cadre de vie. Mais pour toutes ces petites questions, le conseil municipal, évidemment, est filmé, donne un retentissement auprès de la population qui peut paraître intéressant. Je n'en disconviens pas. Tu peux intervenir. Mais des questions très techniques et très spécifiques peuvent être anticipées du conseil municipal, sans polémique. Donc, il n'y a pas de difficulté. Non, mais je voulais simplement vous dire que la télé, c'est pour tout le monde. Hein. Voilà. D'accord. Alors, je ne vois pas pourquoi vous faites ce type de remarques. Hein. Parce que je le pense. Ah ben, écoutez, vous pensez ce que bon vous semble. C'est gentil, je vous en remercie. On est en démocratie. Quoique parfois c'est étonnant. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que les élus de Vivre Mieux ont décidé effectivement que quand un problème ne sera pas réglé alors qu'on a posé la question au conseil municipal, eh bien, qu'on vous donnera un coup de main pour essayer de le résoudre. C'est génial. Voilà. Alors, je vous en remercie. En principe, le processus, c'est vous pouvez nous interpeller, vous pouvez poser la question dans le cadre des commissions, qui est une commission de travail où là, effectivement, vous pouvez apporter des propositions de solutions, discuter avec des techniciens qui sont également présents. J'ai la modestie de dire que je n'ai pas même en tant que maire, toutes les compétences dans tous les domaines pour, bien entendu, ici en conseil municipal, trancher sur la question de savoir si tel ou tel emplacement... Or, en commission, c'est un travail qui peut être fait. Sur la question des places handicapées, je vais faire quand même le point avec les services parce que, à ma connaissance, on prend aussi, et vous avez raison en revanche là de le poser, des questions particulières. Moi, je peux tout à fait entendre des cas particuliers. Il y a la question générale, il y a un pourcentage de places handicapées dans un quartier nécessaire. Et puis, il peut y avoir des cas particuliers. Et ces cas particuliers, moi, j'en ai déjà vu, y compris dans la programmation de Toulouse Métropole, où on me présente, en effet, des travaux qui peuvent être faits et les cas sont étudiés. Donc, dites-nous vraiment, pas là, pas aujourd'hui, en conseil municipal, le nom, l'adresse, etc. S'il y a vraiment une personne qui est dans cette difficulté, ou deux, que ce soit là ou ailleurs, voilà, Madame Moisan a une commission accessibilité handicapée avec d'autres élus. Sincèrement, là, en dehors de toute polémique, nous sommes tout à fait prêts à le regarder. Hein. Voilà, donc la réponse vous était faite de façon... Mais je contacterai Madame Moisan alors très rapidement pour l'allée du Coteau et Vignemal. Voilà, mais vraiment, n'hésitez pas. Alors ensuite, c'est vrai que les techniciens prennent contact avec la personne. Il y a une étude qui est faite du dossier. Parfois, ça peut s'arranger en faisant de l'accessibilité. C'était le sens de la réponse et des travaux qui vont être engagés. Mais parfois aussi, il y a nécessité d'aménager une place en particulier, donc pourquoi pas, et vous avez raison de nous le dire si vous en avez connaissance, et que par contre nous n'en aurions pas eu connaissance, ça peut arriver.
Vous posez ensuite une autre question concernant une manifestation qui a eu lieu dans le cadre de la Grande Braderie, donc où vous nous dites qu'une grande enseigne de fast-food a organisé une opération marketing en direction d'enfants et de jeunes. Et vous faites référence à un courrier de M. Olivier Fernandez, a adressé une lettre à un membre donc, de mon équipe pour obtenir des explications. Cette lettre étant restée sans réponse, nous relayons à notre tour la question. Je vais donc me tourner vers Madame Mourgue, je crois, qui a fait une réponse. Voilà. Et donc, voilà, la réponse, à ma connaissance, a été faite. Voilà, Madame le maire, effectivement, une réponse par courrier a été adressée à Monsieur Olivier Fernandez, à charge à lui d'en faire part aux co-signataires de cette lettre. Voilà. Simplement, je tenais à dire quand même que sur la forme, cette lettre m'a été distribuée à l'entrée du conseil municipal la dernière fois. Alors, je souhaiterais que la prochaine fois, d'une part, cette lettre soit envoyée par courrier à Madame le maire, qui éventuellement me transmettra, mais la forme me paraît un peu désinvolte. Bien, donc en tout état de cause, la réponse qui a été faite par Madame Mourgue, puisque le courrier lui était adressé, est faite, je crois, en son nom, mais aussi au nom de l'ensemble du groupe Génération Colomiers. Donc, vous pourrez avoir connaissance de cette réponse. Enfin, vous m'interrogez sur la politique des transports. Chacun s'accorde sur l'importance des problèmes de transport à Colomiers et sur l'ensemble de l'agglomération toulousaine. Seriez-vous d'accord pour organiser une journée dédiée à ce sujet et ouverte à tous les groupes politiques et des citoyens intéressés par cette démarche? Et vous nous faites part de premières propositions présentées par votre groupe. Alors, je veux bien les redire toutes, mais dans la mesure où moi-même, je les relais. Et encore très récemment, dans un article de presse, puisqu'on m'avait fait parler alors que je ne m'étais pas forcément exprimé, ce n'est pas vous en l'occurrence, mais donc effectivement je demandais aux autorités compétentes, et je l'ai redit encore en conseil syndical du SMTC, qu'un débat ait lieu à la fois sur des annonces qui sont faites aujourd'hui, qui nous paraissent, en tout cas qui pourraient faire briller les yeux des Columérins, mais qu'il demeure, et c'est le sens de mon intervention, des problématiques et des difficultés aujourd'hui et maintenant, qui pourraient être réglées aujourd'hui et maintenant. Et donc, en tout cas, c'est en effet le débat que je propose. Et je suis d'accord, et d'ailleurs c'est en préparation pour organiser une réunion publique, c'était mon intention, peut-être je l'avais dit et annoncé dans mon programme politique. Il me semble que c'est un sujet qui peut tout à fait dépasser le cadre des positionnements politiques, et donc bien entendu, et qui va concerner de nombreux Columérins qui, pour partie, peut aussi ne pas être complètement de notre compétence. Donc nous aurons besoin de toute la force de notre conseil municipal réuni, rassemblé, et de l'ensemble de la population aussi, pour traiter ces sujets en sérénité, pour pouvoir les porter dans les instances compétentes. Moi-même, j'ai déjà commencé ce travail dans les relations, bien sûr, institutionnelles que je peux avoir. Mais vous abordez tous ces sujets-là, des lignes de bus vers Blagnac, je rajouterai Pibrac, Brax, bien sûr connecter les quartiers, les fluidifier, augmenter la fréquence de la ligne C, c'est une demande que nous avons, qui est aussi liée à des questions techniques, mais nous pourrons interpeller aussi là la SNCF, RFF, la région, pour savoir où en sont ces travaux de doublement de ligne, pourquoi ils s'arrêteraient malheureusement peut-être un peu trop tôt, est-ce qu'on ne peut pas continuer, voilà, bien sûr, augmenter la capacité du parking de la gare. J'ai déjà posé cette question par écrit dès mon arrivée en fonction, parce que j'avais été informé que des projets évidemment sont portés par le SMTC dans ce cadre-là. Bien sûr, la question de nos lignes
urbaines, columérines, que nous devrons aussi traiter. On pourra avancer des propositions, bien entendu, il faudra le faire, nous devrons le faire, et là aussi, je crois que nous devrons le faire sereinement. Et donc, bien sûr que ces questions feront l'objet peut-être d'abord de groupes de travail d'élus, et puis ensuite de réunions publiques. Voilà, et je demande à ce que cette intervention soit portée au PV du Conseil municipal. Je vous remercie.